je suis Nicolas et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vini Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vini Daily, c'est aussi et surtout un club de vin qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons entre moins 20 et moins 25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinidaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité. Bonjour à tous, bienvenue sur Raisin d'être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Éloi Jacob du domaine Fourcas-Ostan. Et attention, on a bien rigolé tout à l'heure justement sur les prononciations et je me demandais si c'était Ostan, Ostin. Donc tu me reprendras si je me suis encore trompé. C'est bien Austin. Ouais, c'est ça, Ostan, c'est ça. Bonjour Nicolas. Oui, c'est un plaisir de t'accueillir ici en tout cas. On va passer un petit moment ensemble. Petit rappel voilà, pour remercier Riedel qui est notre partenaire officiel au passage avant de te laisser te présenter, qui nous fournit des verres extrêmement adaptés pour la dégustation aujourd'hui, des verres notamment Cabernet Merlot qui sont de la gamme Vélos et qui sont particulièrement adaptés à ce qu'on va déguster notamment aujourd'hui. Écoute Éloi, merci en tout cas d'être là et je te laisse tout simplement te présenter. Merci de m'accueillir, c'est un vrai plaisir d'être à Paris, après un mois de voyage autour du monde, de revenir à la capitale, c'est important. Donc je me présente, je m'appelle Éloi Jacob, je suis le directeur technique et général du château Fourcas-Ostin à Listrac-Médoc, donc sur la rive gauche de Bordeaux. Ça fait 3 ans et demi que je travaille sur cette propriété. J'ai rencontré il y a 3 ans et demi les propriétaires Renaud et Laurent Moméja qui m'ont donné pour mission de poursuivre et de prolonger la conversion en bio du domaine. Okay. Et d'avancer sur la biodynamie et de développer aussi la commercialisation. Et en fait, mon parcours professionnel fait que c'était un poste qui m'était destiné, on va dire, puisque j'ai travaillé pendant 16 ans sur la rive droite de Bordeaux, okay, avec un parcours très technique, où j'ai converti des vignobles en bio et en biodynamie, et ensuite un parcours plutôt commercial, où j'ai développé la commercialisation d'un grand cru classé de Saint-Émilion et d'un cru de Pomerol. Voilà. Super intéressant. Et on va même avant tout ça, avant toutes ces expériences dont on va parler aussi, parce que je trouve ça passionnant et que surtout ce rôle-là que tu as eu, tu vois. Et j'aimerais que de revenir juste avant de commencer sur vraiment le tout début de ton parcours. Tu as dit directeur technique et directeur général. Oui. Tu peux expliquer, enfin ça te tient à cœur aussi, je pense, oui, comme terme. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? J'en parle parce que c'est important aussi pour nos clients. Ouais. De discuter et d'échanger avec les personnes qui font le vin. Donc moi j'ai un parcours très technique à la base, puisque j'ai fait une école d'agronomie spécialité viticulture-œnologie. Donc à la base c'était pour faire du vin, que ce soit au chai, à la vigne. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs au début de ma carrière pendant une dizaine d'années, exclusivement de la technique. Et ensuite j'ai dévié vers la partie commerciale. J'y étais pas du tout destiné et j'y ai pris goût parce qu'en fait c'est le moyen de pouvoir dire à tous nos consommateurs de vin comment on produit le vin et d'être un peu la voix de l'équipe. C'est ça en fait. Oui, il y a le faire et il y a expliquer le faire. Exactement. C'est deux parties qui sont complémentaires, quoi. Exactement. Et donc c'est aussi, je pense, ce vers quoi va Bordeaux en ce moment, c'est d'avoir des techniciens à la direction des propriétés, de façon à pouvoir vraiment expliquer ce qu'on fait à Bordeaux. Okay. On ne fait pas que vendre du vin, on en fait avant tout. Ok. Ouais, non, mais c'est intéressant D'ailleurs, même historiquement à Bordeaux, il y a aussi une tradition qui était d'avoir des domaines qui produisent, la technicité, et on va dire le système de la place de Bordeaux, avec des marchands, des négoces, qui s'occupaient de la partie commerciale d'ailleurs. Exactement. Et c'est d'autant plus facile en sachant comment on produit du vin, de pouvoir l'expliquer. Bien sûr. Et de pouvoir expliquer aussi l'impact du climat, les aléas qu'on a pu avoir, aussi les super années qu'on a eues, parce qu'à Bordeaux, depuis une vingtaine d'années, on a quand même que des millésimes exceptionnels, on va dire. Mais non, c'est de pouvoir échanger avec le client et qu'ils aient confiance aussi dans le produit, tout simplement.
Super intéressant. Du coup, on y revient à ce début de parcours, justement. Tu viens de Bordeaux, toi, à la base? Est-ce que tu peux nous parler du début de comment est arrivée ta passion du vin, on va dire? Donc moi, je ne suis pas du tout de Bordeaux. Ok. Je dois venir de la seule région de France où on fait pas de vin, de la Bretagne. Mais Mais on en consomme. ça vient, on en consomme exactement. Donc moi, je suis né en Bretagne. J'ai fait toute ma scolarité en Bretagne avant de migrer à Bordeaux. Et en fait, je suis fils d'agriculteur, D'accord. de maraîchers, qui ont été aussi éleveurs. Et j'étais voué à travailler, reprendre l'exploitation familiale. Je suis le petit dernier de la famille. Et en fait, mes parents m'ont un peu poussé à faire des études en me disant que, bon, bah voilà, rester dans la commune où on est né, c'est sympa, mais ça peut être compliqué parce que financièrement, parce que voilà, c'est un travail de longue Ouais. haleine et pas forcément bah, de côté positif dans le sens où on voyage pas, on reste Ouais. vraiment travailler 7 jours sur 7. Donc ils m'ont un peu poussé dehors et j'ai fait des études à Rennes, une prépa, et j'ai intégré l'école de Bordeaux. Mais avant ça, j'ai surtout été éduqué dans la consommation de vin non abusive, lors de bons repas de famille, d'apprendre à déguster des vins, surtout de la Loire, plutôt de Ouais. la région Saumur-Champigny. Parce que mes parents, tout simplement, ils faisaient les vendanges en Ah, période d'accord, ok. creuse. Ok, oui, oui, parce qu'en plus, on s'embête quand on est maraîcher. On Exactement. a du temps libre, Donc, donc on se dit qu'on va aller en plus faire des vendanges, quoi. C'est toute la exactement. partie la plus facile. Le mois de vacances, c'était les vendanges avec la famille et les amis Ouais, d'accord. pour aller aider un viticulteur et en contrepartie, ils étaient payés en vin. Donc ça faisait la consommation pour l'année Génial. avec du coteau du Layon et tout ça. Donc c'était Ok. plutôt sympa. Donc j'ai été éduqué dans cette tradition d'avoir le bon verre de vin le week-end et puis un petit verre de vin de temps en temps autour d'un repas familial, quoi, tout Ok. simplement. Donc c'est cette éducation qui t'a attiré vers le vin. Vers le vin et un déclic qui s'est passé à Rennes avec un professeur de géographie. J'étais donc en prépa maths sup bio, Ok. maths sup maths spé, et ce professeur de géographie-là nous faisait étudier des cartes, ça faisait partie du concours en fait, Ok. savoir étudier une carte IGN de la France, et il y avait souvent des régions viticoles en France forcément, il y avait le fromage, il y avait toute l'activité agricole aussi, et, euh, et en fait, pour nous faire comprendre un peu la diversité de la France, il nous a organisé chaque année des dégustations de tous les vins de France par région avec des fromages de toute la France. C'était un bon prof. C'était un super prof qui ne consommait pas de vin, qui ne consommait pas d'alcool, mais qui nous faisait découvrir Ok. la France par les vins. Il nous a fait voyager. Et quand j'ai dégusté tous ces vins, j'ai dit, ah, c'est ça que je veux faire. Ok. Voilà, Un peu tout une simplement. transcendance, quoi. Voilà, exactement. J'ai dit ça, c'est un métier où on produit quelque chose de noble, c'est agricole, et après, on n'a pas la pression de devoir le vendre rapidement, comme des légumes qu'on jette parce qu'ils sont périmés. Ouais, bah, c'est sûr. On peut le conserver, le remettre en avant, et c'est toujours quelque chose de convivial. Euh, c'est rare qu'on ouvre une bouteille de vin quand on est de mauvaise humeur. Ouais. C'est plutôt un moment convivial, donc moi, je me suis dit, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, apprendre à faire du vin. Ok. Ouais, donc t'as eu ce déclic à Rennes, t'es parti à Bordeaux pour faire. Du coup, c'est quoi? C'était C'est une une école école agro? d'ingénieur, Non, ouais, ouais. ouais. En agro, ouais, du coup. Alors c'est ENITA, École nationale d'ingénieurs en techniques agricoles, D'accord. mais qui est devenue Bordeaux Sciences Agro. D'accord. Voilà, avec des évolutions au sein de toutes les écoles d'ingénieurs. Donc c'est une école publique. Et en fait, j'ai eu un parcours général pendant 2 ans. Et je me suis spécialisé pendant les 2 premières années vers des options viticulture, œnologie. Et la troisième année, spécialisation viticulture, œnologie, économie viticole. Ok. Et donc là, tu sors de cette formation. Oui, T'avais pas forcément de famille dans le vin, etc. Tu pas t'es du tout. dirigé vers quoi tout de suite? Alors, moi, je me suis dirigé vers des stages à l'étranger dans un premier temps. Donc, ma Ouais. première vinification, elle s'est déroulée en Californie, en Sonoma Valley, Ok. parce que j'étais vraiment très mauvais en anglais. Et je me disais que si j'allais pas à l'étranger pour apprendre un peu la langue,
bah, ce serait compliqué après dans le milieu professionnel d'évoluer rapidement. Et notamment sur le côté commercial, encore plus que sur le Exactement. côté technique dont tu parlais. Même si j'étais pas voué à faire du commercial, en fait, il s'est avéré que quand je suis parti en Californie, mon maître de stage m'a confié une équipe et c'était une équipe de Mexicains. Donc pendant 4 mois, j'ai parlé espagnol. Et donc partir aux États-Unis pour parler anglais et se retrouver à parler espagnol, c'était bon, t'as Voilà, tout fait quoi. exactement. Donc j'ai géré une équipe en espagnol, mais mon boss, on va dire, était américain. Donc j'ai quand même appris quelques notions en anglais, et ce qui m'a permis derrière de pouvoir aussi communiquer sur le vin en anglais, Mhm. ce qui est important puisque bah, le vin, on n'est pas destiné qu'à être vendu qu'en France. Donc voilà, donc j'ai appris comme ça et après dans mon parcours j'ai aussi travaillé pendant 16 ans pour des Américains, donc ça m'a bien fait évoluer Ouais, en anglais. pratique, pratique. Voilà, tout simplement. Donc tu commences par ça. Je commence par une vinif exactement chez Ridge en Sonoma Valley, donc Ok, chez Ridge, qui est un c'est- très très beau domaine. exactement. On parle pas de n'importe qui. Non, c'est alors ils sont plus connus pour Montebello, et Ouais, là c'est ça. c'était une propriété qui venait d'acquérir Lytton Spring et qui Ok. était en reconstruction. Donc c'était vraiment le rêve à l'américaine. On part de On part Capa de de zéro, mais quasiment quoi. quasiment les cuves qui arrivent juste avant que la vendange rentre dedans. Il Waouh. faut les caler. Ils ont même pas fermé les portes, la vendange rentre. Enfin, c'était vraiment c'était une expérience assez exceptionnelle que j'oublierai jamais. Et en fait, ça m'a permis aussi d'ouvrir les yeux sur autre chose que les vins de France, que Bordeaux. Donc ça, c'était ma toute première expérience. Et la seconde, ça a été d'aller dans une région où il y a plus de difficultés pour mettre en avant les produits. Et donc je suis allé faire mon stage de fin d'études dans les Côtes du Ventoux. Ok. Donc voilà, tout le monde ne part pas dans les Côtes du Ventoux faire un stage de fin d'études. Et là, j'ai zoné le terroir de la cave coopérative Ok. où il y avait 1200 hectares. Mais Et c'était Marnon du coup, enfin qui a été reprise par Marnon ou c'était une autre cave coopérative? il y a deux caves qui fusionnaient, Ouais. Ok. Mormoiron et Villeneuve-sur-Ozon. Ok. Et donc ces deux caves coopératives en fusionnant, fusionnaient deux terroirs différents, enfin plusieurs terroirs différents. Et il manquait un peu d'identité, donc ma mission, ça a été de zoner les différents terroirs. Ok. Et j'ai eu la chance de pouvoir vinifier les différents terroirs derrière. Donc j'ai prolongé mon stage en fait de 6 mois. Et Super intéressant voilà, là, c'était parce que là la responsabilité est énorme sur des parcelles autant aussi exactement. grandes d'arriver et de dire bon bah voilà là c'est tel terroir on va peut-être faire des cuvées. Enfin il y a une logique commerciale généralement aussi derrière. Ça Exactement. fait une grosse responsabilité en sortie d'études quand même. C'est exactement ça. Et puis, enfin, c'était aussi pour mettre en pratique ce que j'avais appris. Déjà, identifier des terroirs, parce que je suis vraiment à la base très technicien, donc plutôt pédologie, vigne, porte-greffe. Donc ça, c'était mes bases. Après, la vinification, c'était autre chose. Donc il a fallu demander aux vignerons de vendanger à telle date, de pouvoir rassembler les mêmes terroirs de différents vignerons dans les mêmes cuves. Ok, Et ensuite, on a créé 5 cuvées et il y en a toujours 3 qui existent, donc je suis assez fier de ça. génial. Ça a permis de mettre en avant aussi leur travail Ouais, et de le valoriser, quoi, tout ok, simplement. super intéressant. Et donc un premier rôle, et donc là tu es resté plus ou moins un an, c'est ça? Je suis resté 8 mois. J'ai eu une opportunité de poste. Ils m'ont proposé de devenir technicien de la coopérative, donc à la direction technique de la coopérative. Et en fait, au même moment, je me suis, comment, j'étais avec ma future épouse, entre guillemets. Elle a trouvé un poste à Bordeaux. Et à ce moment-là, je suis revenu sur une propriété qui m'avait pris en stage l'année d'avant, Ok, qui ouvrait un poste. Et donc, j'ai atterri à Bordeaux, dans l'entre-deux-mer. ok, parfait. Voilà. Donc, bonne expérience aussi pour commencer. Et je suis resté dans ce groupe-là pendant 16 ans. Ok, donc c'était le même groupe, mais tu as changé de propriété, t'as fait différentes Au propriétés. fur et à mesure, ouais. En fait, c'est un couple d'Américains qui, en 2002, a acheté une propriété à Tabanac. Ok, Et ensuite a acheté plusieurs domaines sur la rive droite de Bordeaux. Et j'ai pris les directions techniques au fur et à mesure. ok, Voilà, génial. Hyper exactement. intéressant, hyper riche.
pas De 2 voir années. autant de terroirs, on va dire, enfin, il y a des enjeux différents à chaque fois, quoi. Ouais, oui, exactement. Surtout que, du coup, entre deux mers, il y a plutôt des blancs, je suppose, et Alors, pas forcément. pas forcément. Là, Ok, c'était un terroir de rouge. C'est un domaine d'une trentaine d'hectares avec des sols argilo-calcaires, ok, principalement. Et il y avait à l'origine du blanc qui avait été surgreffé en rouge pour des questions commerciales. Mais c'était un beau domaine avec un gros potentiel. Malheureusement, l'appellation faisait que c'était un peu compliqué à mettre en avant. Donc les propriétaires ont investi dans le Libournais en ouais, suivant, d'accord, donc à Saint-Émilion et Pomerol, et la lande de Pomerol. Et donc du coup, j'ai géré 6 domaines sur une centaine d'hectares pour eux, techniquement, pendant une dizaine d'années wow, avec les achats, puis les reventes, parce qu'ils sont concentrés à la fin sur deux domaines, d'accord, un à Saint-Émilion, Château-Font-Plégade, ok, et un à Pomerol, le Château L'Enclos. Voilà. d'accord. Donc ils ont gardé leurs deux fleurons, Qui sont des très jolis qui sont terroirs. des très jolis terroirs, et donc c'est sur ces deux propriétés que j'ai pu pratiquer le développement commercial. Ok. Donc Oui, passer du technique au voilà, commercial. Ouais. exactement. Donc Ok, pendant 10 ans, j'ai fait que de la technique sur les 6 domaines. Et quand ils se sont concentrés sur 2 domaines, j'ai pris la direction générale, technique et commerciale de ces 2 domaines. ok. Voilà. Ouais, donc belle collaboration avec une famille en plus. Enfin bon, ça a aussi une certaine importance. Enfin, Exactement. parce que c'est un style de management qui est parfois un peu différent, je suppose. C'est très à l'américaine. Euh, Beaucoup de changements. Alors, ce qui matchait pas mal avec moi, c'est que je suis français, donc je remettais les choses à plat et je leur donnais un peu quelques conseils au niveau stratégique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une nouvelle parcelle est très qualitative qu'il faut arracher tout le vignoble d'un coup, parce que c'était vraiment ça les enjeux. Ah oui, En ayant prouvé que les 3 hectares qu'on avait plantés faisaient du volume et le meilleur de la propriété, la question ça a été ben, on arrache tout. Et là j'ai dit non, 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 on peut pas faire comme ça, on peut pas ouais, produire zéro pendant quelques années. Il faut qu'on garde quand même le vignoble qu'on a et essayer de progressivement faire un plan de restructuration. Donc il fallait ménager un peu ouais, leurs ardeurs. ok. De blanc ou noir, Exactement. c'était un peu ça, quoi. Exactement. Mais ça m'a aussi appris beaucoup de choses sur la volonté d'aller de l'avant en fait, Ouais, de pas rester sur des acquis, de dire qu'on est les meilleurs, on est en France. Donc ouais, c'est vraiment une volonté d'aller de l'avant. C'est aussi comme ça qu'on a converti les vignobles en bio, ce qui n'était pas gagné il y a une quinzaine d'années. Donc ça a été une de mes premières missions et à Bordeaux, en tant que Français, j'aurais dit non, non, on n'y va pas. Et en ouais. fait, ils m'ont dit, t'inquiète pas, Éloi, on sera derrière toi, même si on On te passe par back. une Ouais. mauvaise passe. Et puis en fait, il s'avérait qu'on a eu des super années et qu'on a converti en bio et que finalement, ça s'est fait, quoi. Ouais, ils t'ont appris à prendre des risques d'une certaine Exactement. manière, ouais. Donc, et ce qui a payé. Et ce qui a payé, et ce qui a fait que ben, j'ai été nourri par cette expérience-là de gérer des vignobles en bio, ce qui n'est pas évident, vraiment, Ouais. sur Bordeaux. Mais ça... Tu peux parler des challenges justement un petit ouais, peu peut-être de ce que ça exactement. représente, ouais. C'est tout simplement c'est un climat qui est très humide, Ouais, océanique. Et donc du coup, qui dit humidité dit champignons, qui dit champignons, maladies, mildiou principalement, oïdium, botrytis. Et c'est vrai que ben, à la base on produit du raisin, donc il faut le protéger ce raisin-là. Et c'est plus facile en conventionnel, même si c'est pas gagné, avec des produits qui sont un peu plus curatifs, on va dire. Euh, mais en fait, c'est pas infaisable en ouais. bio. C'est plus compliqué, mais c'est pas C'est infaisable. pas infaisable. Il faut mettre beaucoup plus de moyens humains Ouais, pour faire de la prévention, de la bonne taille, les bons effeuillages, les bonnes vendanges vertes. Enfin ouais. voilà, c'est Oui, le travail du sol, c'est le plus compliqué. ouais, et là, il faut aussi des ressources pour faire ça. Oui, il faut des ressources, faut une équipe qui soit convaincue et motivée. Ouais, Euh, on ne peut pas y aller avec des gens qui n'y croient pas. Il faut vraiment que l'équipe y croit, donc
il faut le faire par étapes, il faut le faire avec des essais sur certaines parcelles. Il faut reprendre les travaux de sol parce qu'il faut quand même savoir que pendant des années, la chimie nous a aidé à comment maintenir l'enherbement sans travailler les sols avec des désherbants. Et en fait, ça réduisait les coûts de production Ouais. et c'était beaucoup plus facile. Sauf que quand on est revenu au travail du sol, il faut il faut reformer l'équipe, il faut les motiver à le faire, il faut investir dans du matériel. Et là, j'ai eu la chance d'avoir des propriétaires qui avaient les moyens et qui ont mis les moyens pour y arriver rapidement, quoi. Ouais, clairement. Ok. Ouais, c'est super intéressant. Et arrive, on va dire plus ou moins le changement. Tu passes de rive droite à rive gauche. Oui, j'avais dit jamais. C'est vrai, t'avais dit Faut jamais? jamais dire jamais. Ouais. Non, en fait, c'est vrai que le Médoc, quand on est sur la rive droite, Oui, voilà, il y on a un se dit, certain chauvinisme voilà, d'un côté comme exactement. de l'autre. Oui, parce Euh, que il y a la fierté de la région, puis il y a aussi la fierté parfois même de la sous-région. Exactement. Mais bon, je suis breton, je suis voyageur. Ah, Je sais nager, donc j'ai traversé. Et c'est surtout que j'ai rencontré deux frères exceptionnels, enfin Renaud et Laurent Moméja, oui. qui sont héritiers de la famille Hermès, qui savent ce qu'ils veulent et qui sont aussi des personnes qui ont le cœur sur la main. Donc ils ont des ambitions de faire un grand vin parce qu'il y a un gros potentiel sur la propriété, mais qui mettent aussi les moyens pour le faire de façon qualitative et surtout de faire progresser l'équipe. Ouais. Et moi c'était un ensemble de choses qui m'a convaincu, les personnes et le dynamisme qu'ils ont insufflé dans la propriété, avec le bien-être des salariés, le fait qu'on essaye de les garder le plus longtemps possible pour se baser sur leur expérience aussi, et puis le potentiel de la propriété avec des grands terroirs. Et un challenge qui est quand même pas négligeable, c'est que l'appellation n'a pas une notoriété Oui, c'est aussi ça. T'es importante. passé de Saint-Émilion-Pomerol, où bon, on va dire c'est moins difficile de vendre du Saint-Émilion-Pomerol que de vendre Exactement, du. du Listrac Donc Médoc. t'aimes vraiment les challenges commerciaux. Voilà, c'est ça. Exactement, on va Euh, dire ça comme ça. euh, Non, il y a un potentiel terroir qui est assez important. Donc j'y crois, je pense qu'on va y arriver. Ça va être long, il faut sortir le bâton de pèlerin. Ils l'ont déjà fait pendant de nombreuses années, mais il faut continuer à voyager. C'est pour ça aussi que je disais que je reviens d'un mois de voyage, parce qu'il faut aller ouais. prêcher la bonne parole sur nos terroirs, quoi. Et alors pour ceux qui savent pas justement où est-ce que ça se situe, l'Istrac Médoc, est-ce que tu peux essayer peut-être d'expliquer où est-ce que ça se trouve? Alors l'Istrac Médoc, c'est une des 6 appellations communales du Médoc, Ouais. avec l'appellation Margaux, Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe, que tout le monde connaît. Ensuite, il y a Moulis Ouais. et l'Istrac Médoc. Donc ces deux dernières appellations moins connues du fait qu'il n'y a pas de cru classé sur ces appellations. Sur le classement de 1855, il n'y a pas eu de classement de propriété. Et donc du coup, la notoriété n'est pas aussi... Pas été porté par ce classement. exactement. Ouais. Donc c'est à nous d'y travailler. euh, Avec quand même un avantage, ce sont des terroirs qui restent plus frais que le reste du Médoc, du Ok. fait que l'Istrac Médoc, surtout Fourcas-Austin, est sur le point culminant du Médoc. Attention, faut Point le culminant du max Médoc. 43 mètres. Attention, mesdames et messieurs. Exactement. Donc tu prends ton bâton de pèlerin Voilà, pour c'est aller. ça. Donc il faut. C'est un avantage dans le sens où on garde beaucoup de fraîcheur dans nos vins. Ouais. On a aussi beaucoup d'argile sur les propriétés, sur la propriété de Fourcas-Austin notamment, qui permettent de garder des vins frais. Mhm. Et c'est vrai que dans un contexte climatique où on a un réchauffement, où tout le monde nous dit vos degrés alcooliques sont trop élevés, Ouais. nous on plafonne à 13. Et c'est pas parce qu'on fait exprès, c'est qu'on a le terroir qui fait ça, Qui le permet, qui ouais. le permet. Donc c'est aussi pour ça que je pense que ce sont des terroirs d'avenir qui ont un potentiel. Et peut-être qu'il y a 30 ans, c'était pas le cas. Peut-être qu'en classement de 1855, c'était différent. Mhm. Peut-être que c'était trop frais et que justement la maturité était plus compliquée à atteindre. En tout cas, maintenant, on n'a plus de soucis.
et on fait des vendanges fin septembre, octobre. En fait, Ouais, classique, ouais, quoi, ouais, ouais, avec des classique. cépages Parce que traditionnels. normalement, ça avance un petit peu, quoi. Donc vous êtes parmi les derniers à vendanger autour de vous, quoi. Alors là, 2022, 2023, plutôt précoce, on a commencé certaines parcelles mi-septembre, Ouais. mais on a vraiment vendangé dernière semaine de septembre et première et deuxième d'octobre. Donc Pour des millésimes chauds, pour des misémes chauds, c'est assez impressionnant et enfin, en tout cas, c'est une qualité aujourd'hui, quoi. Autant exactement. il fut un temps, peut-être que vous étiez en manque de maturité, autant aujourd'hui, C'est c'est le bon endroit. c'est le bon endroit et en préservant les cépages de Bordeaux. Ouais. Donc Et en Merlot, Cabernet Sauvignon. Ouais, c'est ça. Et du coup, au niveau encépagement, je te propose d'ailleurs en même temps que je vais servir tout simplement le vin blanc pour pas qu'il soit trop chaud. Peut-être que tu nous parles justement de l'encépagement aujourd'hui Oui, au domaine. alors sur la propriété, on a principalement du vin rouge. Mais historiquement, sur l'appellation Listrac-Médoc, il y a toujours eu des blancs. Fourcas-Austin n'en avait pas. Et on a décidé d'en planter en 2012 2 hectares. Donc maintenant, on a blanc et rouge. Donc le domaine fait 50 hectares. 2 hectares de blanc et donc 48 potentiels de rouge. Ok, Et l'encépagement des blancs, c'est Sauvignon blanc, Sauvignon gris et Sémillon. ok, 70, 15, 15 en termes de pourcentage. Et le rouge, c'est principalement Cabernet Sauvignon et Merlot, parce qu'on a 2 terroirs bien distincts, très argilo-calcaire Merlot et très graveleux Cabernet Sauvignon. Et on a une petite touche de petit verre d'eau sur la zone très graveleuse qui a besoin de beaucoup de chaleur, donc petit verre d'eau. Et une petite touche de Cabernet Franc aussi sur la zone calcaire, donc ce qui nous permet d'apporter un peu plus de complexité dans l'assemblage. Et ça monte à 1 à 5% de ces 2 derniers cépages. C'est un peu le sel et le poivre dans l'assemblage. ouais. Le Cabernet Franc sur le calcaire apporte beaucoup de salinité, de fraîcheur. Et le petit verre d'eau est très épicé et c'est le côté poivré en fait. C'est comme ça que j'explique quand les gens ne comprennent pas pourquoi il n'y a que 1 ou 2%. Mais t'es pas le premier à me le dire. Tu vois, C'est c'est la marrant. petite touche. Sur ce podcast exactement, tu vois, on avait Laurent Fortin qui nous a dit. Voilà, je te disais pour expliquer, je demandais quelle est l'utilité du petit verre d'eau. Il m'a dit c'est pas difficile, c'est le poivre. Exactement. Voilà, donc bon, bah, que vous êtes plusieurs à avoir la référence, c'est que c'est forcément vrai maintenant. Exactement. Donc ça apporte un peu de complexité, c'est un peu comme quand on prépare un plat, Mhm. on rajoute une petite touche de sel et de poivre pour sublimer le plat, tout Ouais, simplement. clairement, ouais, ça le met en Voilà. valeur. Et donc là, on est sur le blanc. Il y avait des terroirs, du coup, historiquement, tu disais, Alice-Rac-Médoc, qui étaient généralement en blanc. Vous avez des sols particuliers sur lesquels vous avez implanté des blancs, du coup? Alors oui, la propriété qui a été rachetée en 2006 par Renaud et Laurent Moméja donc, avait 2 hectares de jachère Ok, sur un sol très calcaire. Donc ils ont fait une étude de sol et ils se sont entourés de personnes compétentes pour les aider. Donc il y a David Pernet qui a fait l'étude de sol, qui est un ancien de l'école Bordeaux Sciences Agro aussi. Et ils sont rapprochés de Athanas Fakorellis, qui est un œnologue conseil grec, d'origine d'accord. grecque, qui travaille aussi à Valandro, qui fait des blancs Ok, de ok. qualité. Parce que il avait le potentiel pour faire un grand blanc. Donc il a aidé la propriété à orienter le style de blanc en fonction du terroir. Ok. Et donc ces 2 hectares-là de blanc ont été plantés en 2012 après les études de sol, après des jachères. Et en fait, ça a été un peu le laboratoire de l'entreprise, avec la volonté de s'orienter vers du bio. Donc dès le début, ces 2 hectares ont été conduits en bio. Ouais, ok, oui. Travail du sol, traitement bio. C'est plus facile de démarrer tout de suite que Exactement. de convertir d'une certaine manière. Et déjà pour pas prendre de risques sur l'ensemble de l'exploitation. Et donc du coup, ils ont sélectionné les porte-greffes. Il y a 5 porte-greffes différents sur ces 2 hectares. Ok, Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un laboratoire. Et il y a 3 cépages différents avec des combinaisons forcément entre porte-greffes et cépages. Et un terroir qui est très calcaire, donc on a principalement les sauvignons blancs. ouais, Et ensuite un peu plus d'argile où on a les sauvignons gris et sémillons. Voilà. ok. Donc sur 2 hectares,
On travaille un peu dans la dentelle, même Bah, beaucoup, c'est clairement dans la dentelle, sur 2 hectares, ouais. parce qu'on pourrait les vendanger, c'est un titre d'exemple hein, pour montrer à quel point on pousse, on pourrait les vendanger en une journée et on les vendange sur 3 semaines. Donc on va vraiment ramasser Ok. ce qui est mûr, C'est quand c'est plusieurs mûr. passages, quoi. C'est plusieurs passages, soit sur les mêmes pieds, soit des bouts de parcelles. Et on peut s'arrêter 2, 3 jours, 4 jours, reprendre, accélérer, vraiment en fonction de la maturité. Ouais, c'est vraiment ok de la dentelle. Bon, je te propose qu'on passe à la dégustation, du coup. Exactement. Ouais, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir déguster, donc je te laisse peut-être juste commenter de manière assez simple, on va dire, mais la dégustation pour que les gens puissent le vivre à travers le micro. Donc là, on est sur le millésime 2021, qui est Ouais, un millésime plutôt frais, mais qui est un très bon millésime en blanc, et où on a poussé la maturité, contrairement à ce qu'a pu faire Bordeaux. On ouais, a eu la chance d'avoir un ensoleillement fin septembre, et donc on ouais, a pu pousser la maturité pour passer au-delà des arômes tiolés. ok. Nous, C'est notre, quoi un arôme tiolé, juste pour... c'est l'arôme typique du Sauvignon blanc, qui est très marqué sur des vins style néo-zélandais. Je sais pas si tu as déjà Ouais, dégusté moi des j'ai... vins. Ouais, C'est quand même, c'est très sauvignonné. C'est vraiment, ça peut être limite des arômes de buis. ouais, c'est Et ça, quand ouais. c'est trop poussé, c'est pipi de chat. Donc Ouais, c'est ouais, c'est pas ce ça. qu'on recherche. Nous, au contraire, on va chercher de la maturité, pas de la surmaturité, mais la maturité plus exotique. Donc là, au nez, on a un peu de citron. Ouais, On a un peu de fruits exotiques comme fruits de la passion. Et on a aussi du pamplemousse. Et donc tous ces arômes-là sont trouvés par le fait qu'on pousse la maturité oui. pour On aller est... chercher de l'aromatique en Ouais, fait. c'est ça, en fait. On va s'éloigner un peu plus du végétal et on va aller plus sur le côté fruité du Sauvignon Exactement. grâce à la maturité assez importante, en fait. Exactement. Et sans aller chercher de la surmaturité pour garder un équilibre, on a aussi l'avantage d'avoir un terroir très calcaire, d'avoir des pH très bas. On est à 3,1 de pH. Enfin, Ouais, pour ceux c'est très qui, faible, hein. pour ceux qui connaissent un peu, c'est vraiment des pH de grand vin, quoi. Ouais, Donc, ouais. de grand vin blanc. Donc, on a une attaque très vive, mais un soyeux en bouche. Et une belle fraîcheur en finale, et avec cette explosion aromatique. Et on se prive à nouveau de ces arômes de végétal qui revient, Mm, de végétaux, on va dire plutôt, mais qui revient aussi parfois dans les sauvignons, et ce qui est très agréable parce que il y a une certaine maturité, pour autant on a quand même bien de la fraîcheur, bien de l'acidité. Alors que tu vas chercher quand même une belle maturité, c'est parfois le risque, c'est de perdre un petit peu, mais grâce au pH, on n'a pas de souci, en ouais, général on est monté à 3,2 sur les années les plus chaudes, donc ça va. donc ça va, on a de la marge. Et on ne cherche pas non plus la surmaturité pour pas avoir que du fruit de la passion ou Hum, goyave. On cherche quand même un peu de citron. Et hum. l'avantage dans notre façon de faire, c'est que sur 2 hectares, on va avoir 20 différentes pressées. On travaille un peu. Enfin, moi, quand je suis arrivé sur la propriété, j'ai dit ils sont fous. Parce que on travaille avec des pressoirs verticaux, Ok, alors que d'habitude, on est en pressoir pneumatique où on peut inerter plus facilement. Là, on presse pendant 7 heures non-stop, donc le jus est à l'air, on ne sulfite pas pour préserver les arômes. ok. Donc c'est vraiment du travail d'orfèvre. Alors on protège en inertant avec du gaz, mais c'est très risqué. Les jus sont limite marrons et on se pose des questions sur Waouh. est-ce qu'on s'est pas Ouais, loupé. la La première année, première ça doit... année, j'ai dit mais Qu'est-ce qui se passe vous là? passez à côté. Et en fait, non, derrière, on préserve beaucoup de fruits, beaucoup de fraîcheur et l'extraction très lente fait qu'on n'a pas besoin de débourber, Ok, c'est-à-dire de stabiliser les vins, de les mettre au froid dans une cuve, ce qui veut dire pomper, ce qui veut dire oxyder. Donc nous, on presse, ça tombe dans un cuvon et on met par gravité dans une barrique. Donc pas d'eau, pas d'oxygène. Et donc du coup, on préserve énormément l'aromatique. Et on met en barrique de 300-400 litres parce qu'on ne veut pas boiser le vin, on veut apporter du gras, du soyeux. ouais, Le soyeux vient vraiment de cet élevage, cette vinification en barrique, avec du bâtonnage, pour sortir du côté très tendu, dû au fait du calcaire. Et en fait, cet élevage en barrique, cette vinification en barrique, va nous permettre de séparer aussi les différentes dates de vendange, puisqu'on peut vendanger des fois que l'équivalent de 300 litres ouais, bah, bien sûr. et des fois 800 litres, donc on sépare tout et on peut avoir une barrique
très citron vert, une autre très pamplemousse. Et c'est un peu ce qui nous titille, ce qui nous fait plaisir, Ouais. c'est de réussir à exprimer le meilleur de chaque morceau de parcelle. Donc ouais, donc vous faites la vinification et même l'élevage de manière parcellaire. Vous assemblez pour la mise en bouteille uniquement. Oui, c'est même micro-parcellaire, parce qu'on a officiellement 3 parcelles, Ouais, mais on va avoir 20 presses différentes. ouais, d'accord. Donc c'est des Sur- petits bouts de Et là, on parle parcelle, que du blanc, quoi. on parle que du blanc. Donc c'est... ouais. Et donc j'imagine pas pour le rouge. Donc le blanc, c'est vraiment notre... Enfin, c'est un produit qui est tout nouveau aussi. On a voulu mettre vraiment tout notre potentiel technique en avant, Mhm. en montrant que voilà, on a des terroirs et en ayant le bon matériel végétal, on arrive à faire des grands vins. Donc on a des barriques, on a aussi quelques amphores, parce qu'on veut vraiment dominer le côté boisé. Ouais, Donc on fait 15% de vinification d'élevage en amphore pour, dans l'assemblage, rapporter de la fraîcheur, du pur fruit, pour venir vraiment dominer le bois, parce que là il y a 85% de barriques ouais. et ça se sent pas. Il y a aucun arôme, enfin en tout cas boisé en Boisé, tant que tel. ouais, ouais. Donc non, non, c'est pas du tout marqué. Et justement, l'amphore, moi je trouve ça toujours un peu important. Pourquoi vous utilisez des amphores? Bah, l'amphore, ça a le même avantage que la barrique, c'est de faire de la micro-oxygénation, parce que Ouais, c'est poreux. C'est pas aussi poreux qu'une barrique, mais c'est pas loin. Surtout qu'on a des barriques de 300-400 litres. Et là, ce sont des amphores de 750 litres. ok. Mais ça n'apporte pas de côté boisé. Alors, ça n'apporte pas non plus le gras que peut avoir une barrique. Quand je dis le gras, c'est la sucrosité. Ouais, Dans le bois, il y a des tanins, mais il y a aussi des sucres ok. qui ne sont pas fermentescibles, mais qui apportent un côté très soyeux Oui, c'est dans la dans texture. la texture, ce que va pas faire l'amphore. Donc c'est pour ça qu'on n'en a que 15%, 15-20%, D'accord. parce qu'on a besoin d'apporter du soyeux avec la barrique. Ok. Après, on bâtonne aussi l'amphore, et le bâtonnage, en fait, c'est remettre en suspension les levures mortes, les lies, et en les bâtonnant, on éclate la cellule Ok. de la levure, et on remet en suspension des protéines qui vont apporter un côté très gras au vin. Ok. D'accord. Donc le bâtonnage, c'est important. Nous, c'est notre travail en ce moment, depuis la vinification, et pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Ok. Voilà. Ouais. Donc c'est une grande période quand même le bâtonnage. C'est une grande période, c'est vraiment travailler à la dégustation individuellement, un peu comme des docteurs. On déguste toutes les barriques une fois par semaine et on dit celle-ci on la bâtonne une fois par jour, celle-là c'est 2 fois par jour, matin, midi, soir pour celle-là, Waouh. Ah celle-là ouais. 2 fois par semaine. Et c'est pour vraiment exprimer le meilleur De chaque. de chaque barrique qui vient de chaque bout de parcelle. Et j'en profite pour parler très rapidement des verres dans lesquels on déguste. Là, on a la chance d'avoir beaucoup des Riedel, comme je le disais en introduction. On est sur la gamme Veritas. C'est des verres qui sont euh, typicité Riesling, mais qui vont très bien pour l'ensemble des vins, voilà, parce que c'est le plus consensuel, on va dire. Et bon, ça met forcément en valeur les vins qu'on déguste. Ici, le, le blanc de Fourcade-Saustin est particulièrement mis en valeur. Donc, Oui, ça concentre vraiment bien l'aromatique, ouais, vraiment. Là, on a vraiment une évolution même dans l'aromatique. On avait des fruits très frais au début, ouais. et là, on commence à avoir un peu plus d'exotique, Mhm. même un peu d'ananas. Ouais, ouais, je l'ai aussi, ouais. Et non, c'est vrai que ça préserve bien le côté aromatique sur le vin blanc. En tout cas, c'est délicieux. Euh, Merci. on... Donc, ça, c'était en place avant que tu arrives. Donc, ça a commencé en 2012, mais tu es arrivé, toi, du coup, c'était en 2020. 2020. Ah, c'est ça, ouais. Et la partie rouge, elle est historique. Elle est là depuis le début, on va dire. Depuis plus de 2 siècles, oui. Plus de 2 siècles, ouais. Ouais, C'est ce ouais. que j'avais demandé. Ça remonte à peu près les premières traces du château. Alors, la propriété, telle qu'elle est actuellement, c'est depuis 1810. C'est la famille de Saint-Affrique D'accord. qui avait acheté le domaine et les 50 hectares de vignes. Donc le domaine est sur un lieu-dit qui s'appelle Fourcasse. Mhm. Il y a plusieurs châteaux Fourcasse d'ailleurs, à Oui. l'Istrac-Médoc.
Je vais pas les nommer, sinon vous allez les acheter. Non, je peux les nommer, c'est des confrères. Il y a le château Fourcasse-Austin, le premier, bien Ouais. sûr. Fourcasse-Dupré, il y a eu Fourcasse-Bory, Fourcasse-Loubanet, enfin, il y en a énormément. D'ailleurs, je vous invite à écouter le podcast qui sera sorti à ce moment-là, qu'on a enregistré avec François d'Espagne, qui parle aussi Des des Corbins. seigneuries et des Corbins notamment, qui est exactement dans le même schéma, quoi. Exactement. Donc, Fourcasse, c'est le lieu-dit. Et Austin, c'était le nom du propriétaire des vignes. Et donc, la famille de Saint-Affrique qui a acheté en 1810 le vignoble et qui a du coup euh, lié le vignoble au château, Ouais, a créé le château Fourcasse-Austin. ok. Quoi. Et du coup, c'est quoi cette relation que tu as aujourd'hui avec les propriétaires actuels? Renaud Moméja, en fait, qui est un des propriétaires, était à la direction avant que j'arrive. Et en structurant l'organisation de l'équipe, il est toujours très impliqué, mais la volonté c'était qu'il y ait une personne sur place qui puisse prendre des décisions au quotidien. D'accord. Même s'il vient très régulièrement, c'est vrai que de pouvoir échanger au quotidien avec Ah, bien l'équipe sûr, et c'est pas la même chose. c'est pas la même chose et on est en relation quotidiennement sur des sujets stratégiques, commerciaux, même techniques que j'expose et qu'on valide ensemble. Ok. Et Laurent également sur des sujets un peu plus longue vision stratégique, quoi. Ouais, des grandes directions stratégiques, c'est un peu moins d'opérationnel au day-to-day, mais Exactement, ok, d'accord. Oui, exactement. donc tu es quand même vraiment en relation avec eux, et ça c'est quand même assez agréable aussi d'avoir une vraie relation avec les propriétaires, Oui, ouais, de ouais. confiance déjà, et puis même de pouvoir échanger sur... je suppose que tu te sens un petit peu moins seul aussi quand t'es en relation avec des gens et que tu leur exposes et que t'échanges sur Oui, tous oui, ces sujets. exactement. Je reprends tout ce qu'ils ont construit et je le suis au quotidien et on définit ensemble la façon de faire. Après, sur des petites décisions, c'est à moi de prendre des initiatives, et puis de leur soumettre aussi Oui, ce que tu penses est des le... Ouais, options, ce bien que je sûr. pense être le mieux, est-ce qu'il faut partir sur telle distribution ou pas, est-ce qu'on change le style du Hmm. vin, est-ce qu'on approfondit plus le fruit. Donc non, non, c'est un vrai échange. Ok, ouais, c'est une vraie discussion super C'est une vraie intéressante. Ouais, discussion et bien sûr ils ont le dernier mot, mais c'est un vrai échange, c'est-à-dire ouais, qu'ils n'arrivent pas en disant on fait comme ci, on fait comme ça. Ils écoutent leur équipe et après on met en place une stratégie. ouais, commune. Je te propose qu'on passe sur la dégustation du rouge en même temps que tu nous en parles. Il y a un tout petit peu plus d'hectares, là, pour le coup. Un petit peu plus d'hectares. Alors pour le moment, il n'y a que 37 hectares en production D'accord. sur les Ok. 48 potentiels parce que le vignoble est en cours de restructuration. Il y a eu un gros projet de restructuration au début. Ils ont fait une phase d'observation pendant 3 ans. Ils ont vinifié ce qui existait, ce qui était planté. Et ensuite, ils ont décidé d'arracher des parcelles qui produisaient pas la qualité escomptée. D'accord. Tout simplement, c'était une raison toute bête, c'est que le cépage n'était pas adapté au Au sol. sol. Ok. Donc il y Donc avait des toi, en tant que câbles. directeur technique, tout de suite, c'est le genre de choses que tu vois aussi très Oui, alors rapidement, quoi. moi ça a déjà été fait. Ouais. Il y a eu une direction technique avant très compétente qui a su justement orienter ça. Alors pour le rouge, on travaille avec Éric Boisseneau, D'accord. qui est quand même une des références qui conseille les plus grands crus de la rive gauche notamment, qui a toujours travaillé à Fourcasse-Austin avant que Renaud et Laurent achètent. Et d'ailleurs son papa Jacques aussi était l'œnologue conseil avant. Donc il est très attaché à la propriété, il y venait gamin. Et du coup, il nous a apporté cette expérience-là aussi des cépages, des terroirs, qu'est-ce qui était adapté. Et donc la première phase au niveau encépagement, ça a été d'arracher 7 hectares de Cabernet Franc, ce qui est pas rien quand on a une cinquantaine d'hectares, C'est courageux, quoi. qui était sur des graves. Et le Cabernet Franc, il a besoin d'argile pour pouvoir s'exprimer pleinement, pas trop souffrir et tout ça. Donc là, ça a été arrachage en 2009 et 10 pour replanter en 13, 14, 15. Donc ça prend du temps.
Oui, et puis en plus, on met pas tout de suite en production. Exactement. Donc ça a commencé à produire en 16, 17, 18. Donc c'est pour ça que j'ai ramené le millésime 2018 parce que Ouais, c'est le début du renouveau vraiment avec le nouveau vignoble, avec un assemblage moitié Merlot, moitié Cabernet Sauvignon ok, et 2% de petits verres d'eau et 2% de Cabernet Franc, notre sel et notre poivre. Enfin, notre poivre et notre sel. super. Donc là, on est sur, un peu plus de Merlot, donc on a Ouais, beaucoup de fruits noirs. euh, Très exubérant comme vin, c'est très, très expressif, mais en bouche, on a un toucher très soyeux et une belle longueur grâce au cabernet notamment, ouais, qui qui apporte de apporte la cette tension. structure. Ouais, ouais, Exactement. Et l'éclat aromatique vient aussi de ce sel cabernet franc sur le calcaire qui apporte un côté salin. ouais. Oui, il y a un vrai côté salin, moi je trouve qu'on sent bien, alors que la proportion est assez faible. C'est assez fou, quoi. Exactement. Ça Alors, marque. ça marque beaucoup, ouais. Après, le merlot est aussi sur de l'argilo-calcaire, donc il y a un petit côté frais salin dans Ouais, certains merlots, surtout sur le calcaire. Et le cabernet sauvignon apporte sur les graves une tension, une structure, la colonne vertébrale, on va dire. Mais on reste dans un vin élégant. C'est un peu à l'image des propriétaires, c'est la puissance, mais dans un gant de velours. Enfin, c'est vraiment. C'est très fin, très élégant. C'est des vins de grande buvabilité. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Ça reste des vins de garde. C'est pas parce que on n'a pas la puissance tannique très assommante ouais, quand bien c'est sûr. jeune qu'on va pas pouvoir le garder 20, 30 ans. Ouais. Et on en a la preuve parce qu'on déguste des millésimes qui ont plus de 30 ans et qui se dégustent très bien. Alors que les porte-greffes et les cépages à l'époque n'étaient pas forcément adaptés Oui, comme on le fait maintenant. en plus de ça, ouais. Donc, ouais. Donc c'est pour ça que je Mhm. dis que cette propriété a un gros potentiel. Et alors, justement, tu vois, on discutait un petit peu voilà, des appellations, des classements, de la reconnaissance. Comment on fait pour se démarquer, justement, quand on est une appellation qui est moins reconnue? Qu'est-ce que toi, tu mets en place pour te battre, justement, à ce niveau-là et, on va dire, jouer des coudes, peut-être? Alors Euh, les premières choses mises en place, c'est la reconnaissance par le consommateur et ça passe par des articles de presse, ouais, par de la notoriété un petit peu, on va dire, et aussi par l'arrivée de deux propriétaires qui ont insufflé un dynamisme, ne serait-ce que dans le vin, en faisant des vins un peu plus puissants, concentrés, et se faire reconnaître par la presse, c'est de participer à toutes les dégustations qu'il peut y avoir, de ouais, présenter les échantillons à la presse française et internationale. Et on y arrive parce qu'on a une agence de presse pour la France qui nous gère ça, Marie-Catherine Go. ouais. Et aussi pour l'international, par l'intermédiaire de l'Union des Grands Crus, parce que Fourcas-Austin fait partie de l'association de l'Union des Grands Crus de Bordeaux. D'accord, ok. Donc on est à côté des grands, et ça nous apporte beaucoup de visibilité quand on voyage avec eux, on a de la clientèle qui vient et qui déguste notre vin et qui nous découvre, mais aussi par rapport à la presse, parce qu'on présente nos vins aux journalistes mondialement Bien sûr. connus, que ce soit américains ou asiatiques ou anglais. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir des notes de la reconnaissance et donc du coup être un peu plus connu. Et justement, je pense qu'on l'a jamais trop expliqué dans ce podcast. Je trouve ça assez intéressant de parler de la partie journalistique. Euh, comment enfin, ça fonctionne parce que voilà, il faut envoyer des échantillons aussi. Il y a une partie volontaire du domaine. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur comment ça fonctionne alors même si vous avez une agence qui gère cette partie-là aussi, mais voilà, cette partie aussi de conquête de la presse aussi parce que bah, elle a un avis qui est important. Alors la partie France est gérée, comme je disais, avec Marie-Catherine Go Ouais. et son équipe, qui a réussi à faire venir des journalistes à la propriété. Ça, c'est vraiment l'étape la plus Ah importante, bah c'est oui. qu'ils viennent découvrir, parce que au-delà du vin, du terroir, il y a aussi, j'ai pas parlé déchets, mais tout a été entièrement refait. Il y a un côté esthétique, mais il y a aussi un côté très technique, pratique. Et forcément, quand on y arrive, on se dit, ah, on est dans un grand cru classé. Alors que non, ils ont mis les moyens pour Pour qu'on ce- soit au niveau Ouais, c'est d'un ça. cru classé.
Et il y a aussi une partie réceptive, privative. Et leur propriété, il y a une chartreuse, une très belle chartreuse qu'ils ont entièrement rénovée avec goût. euh, Ouais, Style 18e siècle. On est vraiment revenu en arrière avec, on voit les petites touches de la famille, Hermès tout simplement, l'art de la table dans ouais, lequel Laurent a travaillé. Et donc faire venir des journalistes ou même des clients et vivre cette expérience-là, ça leur montre aussi le niveau qu'on a ou qu'on veut atteindre. bien sûr. Et ça permet de les convaincre aussi de la volonté de la propriété de faire des grands vins. Donc en plus, L'ambition, il faut transmettre l'ambition, l'ambition aussi de dire, voilà, nous, en fait, on vise haut enfin, on va y arriver, quoi. et c'est pas un one shot, c'est Ouais. pas une année parce que c'est une super Ah année. bah ouais. Donc il y a ça, et il y a aussi un côté qu'on continue à défendre, un côté accessible. Ça reste des vins, alors c'est sûr, il y a un coût, je vais pas dire qu'ils sont pas chers, mais ils restent très accessibles. Tu peux nous donner les tarifs prix public plus ou moins de ces bouteilles, une échelle Le château Fourcasse-Austin rouge est entre 19 et 25 euros, on va D'accord, dire. ok. Enfin, selon Selon les années, les les distributeurs, années, le etc. caviste et tout ça. Le blanc, on est un petit cran au-dessus parce on a beaucoup investi dessus. Ouais, On est entre 25 et 30 euros, d'accord. mais sur une cuvée vraiment exclusive avec 6000 bouteilles par Oui, an. oui, c'est très petit. Donc c'est très petit, c'est plus lié à notre volonté aussi de le placer dans des établissements et de tirer vers le haut la marque. Mais on restera toujours dans ces gammes de prix accessibles. C'est pas le vin de tous les jours, mais c'est un bon produit qu'on peut Mhm. ouvrir lors d'un repas et faire découvrir en fait. Bordeaux, c'est pas que des crus classés inaccessibles. Et encore, les crus classés inaccessibles, ils restent quand même accessibles par rapport à d'autres régions, vraiment, sérieusement. Et nous, on est malheureusement un peu dans le ventre mou. Ouais, ouais, c'est difficile de Pas sortir. Ouais, connu, ouais. pas premier prix non plus. Et donc, la difficulté de sortir de ça, mais on y croit, on y Ouais. arrivera. Oui, il y a une détermination. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est important, tu le répètes quand même pas mal, mais c'est important aussi de se donner les moyens et d'investir des moyens. Quand vous avez autant de cuves pour faire une approche ultra parcellaire, quand on refait un chèque, quand on refait... Enfin Mhm. bref, c'est aussi des moyens, des investissements, du temps long, d'arracher 7% Enfin, c'est pas 7%, 7 hectares, c'est aussi des coûts, quoi. Et bah, c'est beaucoup d'investissements en amont pour avoir un résultat, et comme tu le dis, qui se mesure en années. Qui se mesure en année, oui. Et- Parce que là, je dis 7 hectares, mais on a plus de la moitié de la propriété qui a été arrachée et replantée, Non, mais avec c'est fou. toujours 8 hectares de jachère. Donc c'est vraiment un investissement long terme. Et on réarrache encore des très vieilles vignes qui produisent très peu, parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on avait replanté à haute densité, qualitativement, ça montait d'un cran. Ok. Donc la volonté, c'est d'aller de l'avant, mais on y va quand même doucement, pas à l'américaine, Ouais, ouais. On n'arrache pas tout pour. rapidement par rapport à des Français, Ouais. mais mesuré quand même, parce qu'on se base sur notre expérience des premières plantations pour prendre nos Il faut, décisions ouais. sur les futurs. Faut voir les résultats des premiers Exactement, pour attendre. exactement. Et on n'a pas parlé des chais, mais les chais, comme je disais, ont été entièrement restructurés avec des petites cuves qui vont de 25 à 100 hectolitres. Donc on peut faire de la vinification parcellaire, voire micro-parcellaire, avec un remplissage par gravité. Ok. Donc on a des baies intégrales, et puis même en amont, le tri est optique. Chaque raisin est scanné, et en Pour savoir fonction quelle de, est la maturité du voilà, raisin. s'il a la bonne couleur, la bonne forme, et Voilà. il passe, et s'il est vert ou rosé ou déformé, on l'éjecte. Ouais. Donc ça, c'est vraiment du travail d'orfèvre, et ça permet d'aboutir sur un produit noble, quoi. Bah, bien sûr, ouais, ouais. C'est une exigence. L'exigence est récompensée d'une certaine manière. Et ça vient vraiment de, de ce qu'ont insufflé Renaud et Laurent. Ok. Euh, C'est-à-dire, on n'est pas parti dans les excès, mais comment on peut progresser simplement en utilisant des moyens techniques, Ouais. humains, mais aussi techniques.
C'est pas parce qu'on est bio et qu'on pratique la biodynamie qu'on n'utilise pas les côtés techniques Ouais. qui permettent de faire évoluer rapidement les produits. Et du coup, tu parlais aussi de enfin, du côté biodynamie. Du coup, tu as été aussi recruté pour cette partie-là, la Mhm. transition biodynamique. Elle a été entamée du coup quand tu es arrivé. Elle est réalisée Elle est déjà. réalisée, On d'accord? pratique sur le vignoble depuis plusieurs années. Depuis 2020, c'est 100% biodynamie. Ok. C'est pas certifié parce qu'on a cette volonté de, ben, comme quand on a converti en En blanc, bio. Ouais, en bio le ouais, blanc, ouais, on a commencé en 2012 et on a lancé la conversion en 2017. ouais. Donc Le il temps de faut le maîtriser, temps de de... maîtriser. Alors par contre, on s'est équipé, on a restructuré toute la partie technique. On a une tisanerie, on a un dynamiseur. Enfin, on est Ouais. opérationnel quoi. Si demain on lance la conversion officielle, Vous avez de quoi l'entamer en tout cas. Ouais. on peut être certifié rapidement. Ok. Et du coup, bio sur le blanc, déjà sur le rouge ou pas encore? Le rouge, alors 2018 qu'on déguste, est le premier millésime où tout le domaine est en bio. D'accord. Ok. Donc c'est la première année de conversion. Même si on le pratiquait avant, 2018, tout le vignoble est intégralement en bio. Ok. Et au-delà du bio, on parle du bio, on a aussi une volonté très environnementale. Je n'ai pas parlé de l'ambiance sur la propriété, mais on a un parc de 3 hectares avec des sujets qui ont plus de 200 ans, des arbres, il y a un orme de Sibérie notamment qui a plus de 200 ans. Ok. On a cette volonté d'avoir un respect de l'environnement, pas que par la conduite en bio, vraiment par la biodiversité qu'on peut avoir sur le domaine, avec plus de 2 hectares de haies qu'on a plantées autour des parcelles, enfin de ramener de la vie dans ce vignoble Ouais. pour redevenir un peu plus vert et durable. Tu vois. Ok, oui, oui. Donc c'est un ensemble de démarches. Et c'est là où je pense que c'est important de le dire. En fait, tu parlais de tisanerie, de dynamiseur. Enfin bref, en fait, il y a plein de petites choses complémentaires à mettre en place. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Exactement. Même si vous l'avez fait vite, visiblement. Oui, Et puis il y a aussi toujours, et c'est pour ça que c'est important aussi d'en parler et d'échanger, il y a beaucoup de domaines qui sont non certifiés, mais qui ont ces pratiques-là, tout simplement parce qu'ils le pratiquent pendant longtemps avant de le faire certifier, pour être sûr de bien le maîtriser, de pouvoir faire face aux années difficiles aussi, parce que la biodynamie est parfois plus simple sur une année que sur une autre. Et voilà, et donc parfois en fait les domaines sont déjà en biodynamie, mais ne sont pas encore certifiés, et il faut le savoir, quoi. Faut juste, exactement. voilà. Et Bordeaux, pour revenir sur la région, moi je suis pas originaire de Bordeaux, donc Ouais, je me bats pas en me disant je suis originaire de là, il faut vraiment qu'on se batte pour cette région. Je viens vraiment avec un œil neuf, même si ça fait 20 ans que je suis là. J'ai vu évoluer la région quand je suis arrivé, il y avait des désherbages sur des parcelles, des fois en intégralité. Il faudrait prendre une photo des différentes appellations il y a 30 ans et maintenant. ouais, ouais. C'est devenu vraiment vert, c'est impressionnant. Ouais, avant c'était la vigne sale, et Enfin, maintenant sale ou à l'époque c'était propre, c'était ce qu'on nous Non, avait non, mais poussé à justement, ce que faire. je disais, c'est que l'enherbement était vu comme une vigne sale. On Exactement, en parlait avec Nicolas Grosbois, justement, qui est à exactement. Chinon, et qui disait, bah, c'était une vigne sale, maintenant c'est une vigne propre, quoi. Et l'image de Bordeaux est pas bonne dans le sens pollueur. On a été attaqué par certains journalistes, Mm. euh, alors que vraiment, s'il y a bien une région en France où en proportion il y a un avancement, ne serait-ce que HVE, bon, Ouais, qui est basique, mais bio, il y a 20% du vignoble ouais, j'ai appris qui est ça, ouais. conduit en bio. Mais Et sans compter ceux qui ne sont pas en certifié. ouais, oui, oui, ceux qui sont déjà en pratique, mais pas en certification. Et justement, c'était avec François d'Espagne qu'on en parlait aussi. Il me disait, et je crois qu'on l'a pas abordé pendant le podcast, c'était uniquement off, mais il me disait, c'était 5% il y a quelques années et Exactement. 20% maintenant. Enfin, l'accélération est énorme. Euh, L'accélération est énorme. On est peut-être mauvais en communication. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille sur le terrain, qu'on aille prêcher la bonne parole. On n'est pas les seuls en France à faire bien, mais on est quand même la plus grosse région productrice de France. Et je pense qu'on montre l'exemple, même si on a fait des erreurs par le passé. En tout cas, on essaye de reprendre le droit chemin. Je dis pas que le bio c'est parfait, mais tout ce qui est environnemental, ce qu'on met en place, et là on est même dans une démarche un peu plus avancée avec le CIVB, là, le Conseil des ouais, vins de Bordeaux. Fourcas-Austin notamment s'est lancé dans une démarche RSE. On est en cours de certification.
On va D'accord. vraiment un peu plus. On essaye d'intégrer vraiment tout ce côté social dans la gestion d'entreprise. Ok. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Bah, écoute, non, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger, tu vois, sur tous ces sujets-là. On a abordé pas mal de choses, des évolutions aussi. Et puis, je trouve que c'est toujours aussi intéressant de, voilà, de parler d'échanger sur les appellations qui sont un peu moins connues et qu'on a envie de porter et comment est-ce qu'on essaye de le faire, quoi. Donc c'était vraiment intéressant de pouvoir échanger avec toi. Je te remercie pour cette petite heure qu'on vient de passer ensemble. Bah, merci à toi. Vous accueillez du monde au domaine? Vous avez Alors, oui, je voulais Ouais, conclure un peu là-dessus. ouais, On a toujours eu à Bordeaux une image de domaine fermé. ouais. Le portail, on n'ose pas le franchir. Fourcas-Austin, en tout cas, vous accueille avec grand plaisir Génial. toute l'année. On fait des visites sur rendez-vous, si possible, parce qu'on évite de faire des visites de gros groupes. Mhm. On personnalise nos visites. On fait même une visite blanc et caviar, Ok, parce que les propriétaires ont aussi investi dans une esturgeonnerie. ok. Et donc, du coup, on met en valeur des produits locaux. Et on essaye de montrer que Bordeaux est accueillant, avec des jeunes, Mais on dynamiques. n'essaie pas de le montrer, on le vit. Bordeaux est accueillant. Non, mais vraiment, venez visiter les domaines viticoles, vous serez surpris. Et je pense Vous que serez c'est surpris. important en plus pour comprendre comment ça se passe, ce qui est vécu, voir aussi les terroirs, mettre les pieds dans les vignes un petit peu d'une certaine manière, et dans la cave aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent là-bas. Mais voilà, donc rendez-vous au château Fourques-Saustin, parce qu'ils accueillent, ils seront ravis de vous accueillir, n'hésitez pas à les appeler pour réserver. Exactement. Mais ce sera un grand plaisir peut-être de croiser Éloi même sur place. Ben, merci à toi, Nicolas, et puis à très bientôt à tous ceux qui veulent visiter. Merci et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout, et pour cela, un grand merci. Si vous l'avez apprécié, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches. Cela nous aide beaucoup. Et surtout, si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix, je vous invite à faire un tour sur le club Vini Daily. Car sans cela, le podcast n'existerait pas. À nouveau un grand merci, et à bientôt pour une nouvelle rencontre.